Aujourd'hui, je pars à la rencontre de Jessica, femme aux multiples talents et surtout d'une énergie contagieuse. Elle est mère de 2 enfants, elle est entrepreneure et elle est à l'initiative du premier réseau de femmes francophones entrepreneurs expatriées à l'île Maurice. Sa chaîne YouTube, suivie par plus de 15 000 abonnés, est la référence francophone dans le domaine du UX/UI design et de la formation sur Figma. C'est du chinois? Ne vous inquiétez pas, Jessica a vocation à démocratiser ces termes et elle nous explique tout. Dans cet épisode, on parle postpartum, business, les femmes dans la tech et bien sûr, on parle expatriation. Bonne écoute. Bienvenue sur EcoExpat. Ici, je vous parle sans filtre des hauts et des bas de la vie à l'étranger en partant à la rencontre de Français qui ont décidé de sauter le pas. Ce podcast est votre coin pour découvrir des conseils, des échanges et pour mieux préparer votre départ. Allez, c'est parti! Bonjour Jessica, bienvenue sur EcoExpat. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Sarah, merci pour l'invitation, c'est cool. Alors, tu es installée à l'île Maurice depuis quelques années déjà. Est-ce que tu peux revenir un petit peu avec nous sur ton parcours professionnel? Qu'est-ce que tu faisais en France? Alors, je suis arrivée à l'île Maurice déjà il y a 2 ans et demi. Et en fait, avant ça, je suis UX UI designer depuis 2010. J'avais aussi une casquette de développeuse front, c'est-à-dire... alors, la partie UX design, c'est quoi? Ça peut paraître très abstrait pour la plupart des gens, mais en fait, c'est ce qui va, en termes de traduction pure, UX, c'est User Experience, c'est expérience utilisateur. Donc là, c'est tout ce qui va concerner l'expérience utilisateur. Donc finalement, ça concerne beaucoup de personnes, beaucoup de business. Ensuite, la partie UI, c'est UI, User Interface. C'est la partie design, la partie esthétique, en fait, par exemple, d'un site, d'une page. Et ensuite, la partie développement, où je faisais une partie du code qui était liée à l'esthétique. En fait, je créais mes pages web sous forme de maquette, on va dire, comme un dessin à plat, en fait. Et ensuite, je faisais la partie code pour animer le site. Donc ça, c'est ce que je faisais depuis 2010. J'étais salariée à ce moment-là. Ok. Par contre, après, c'est il y a 7 ans où je me suis mise en auto-entrepreneuse. Ok. J'ai eu 2 filles et j'ai cherché à optimiser du coup davantage mon temps pour pouvoir m'occuper de mes filles. Alors justement, Ouais. c'est intéressant parce que t'as cette casquette en fait de UX designer indépendante et aussi de maman de 2 petites filles. C'est vrai qu'il y a beaucoup de récits sur les réseaux sociaux par rapport à comment ça peut être difficile en fait de maintenir cet équilibre et que le fait d'être à son compte, c'est beaucoup plus facile. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? En fait, il y en a beaucoup qui pourraient croire que le fait d'être à son compte, c'est complètement impensable. Mais en fait, moi, je vois vraiment l'inverse. Quand t'es salarié, t'es bloqué au travail de telle heure à telle heure. Et tu peux pas déjà aller chercher tes enfants à l'école. Parce que en général, tu finis genre à 18h et si ce n'est à 19h le soir. Tu t'occupes de la bouffe pour les enfants, hop, la routine pour le coucher et c'est fini quoi. T'as même pas profité de tes enfants en fait. Quand t'es entrepreneur, du coup moi ce que je faisais, c'est que j'ai adapté mon temps. C'est-à-dire que je pouvais aller du coup chercher ma fille à l'école, m'occuper d'elle, passer du temps avec elle, et ensuite si j'avais du travail qui me restait, je pouvais le faire toujours quand elle était couchée en fait, au pire. Après ça, du coup aussi, tu apprends à être plus productif en un minimum de temps. Parce que quand tu es salarié, déjà, tu perds le temps au niveau du trajet. Ensuite, tu as les pauses café, les réunions, beaucoup de réunions qui servent à rien. Tu perds du temps, un temps monstrueux. Je trouve ça tellement dommage. Et au final, d'être à mon compte, ça m'a permis d'apprendre à être focus déjà... Premier truc que tu fais, c'est tu coupes toutes les notifications et tu te mets focus sur un truc que tu veux faire, une tâche après l'autre que tu fais et tu gagnes en productivité. Et tu vois, un truc que tu aurais fait peut-être en 7 heures dans une journée, tu peux le faire même en 3 heures, tu vois. Enfin, ça peut sembler aberrant, mais concrètement, c'est ça. Donc, tu gagnes en productivité pour pouvoir aussi profiter de tes filles. Et puis, si elles sont malades, voilà, je vais décaler
d'une journée, mon travail, ça peut arriver que ça déborde sur le week-end, ok. Mais d'autres qui sont salariés, ils vont être obligés de poser des jours de congé ou même des fois, certains patrons, ils vont pas vouloir, quoi. Donc, quand tu es indépendant, tu es plus à gérer ton temps, plus de liberté. Et est-ce que le fait de venir vivre à l'île Maurice, ça t'a permis encore d'améliorer cet équilibre vie pro, vie perso? Alors, quand je suis arrivée il y a 2 ans et demi, ma plus petite avait 1 mois. Ah oui. Donc, à ce moment-là, c'était compliqué parce que j'étais en mode pseudo congé maternité, sauf que bon, voilà, au niveau congé maternité pour les indépendants, par contre, c'est pas la folie. Bon, là pour le coup, c'est sûr que j'ai aussi l'aide de mon conjoint, enfin de mon mari en fait. Donc, et le but c'était que je puisse profiter de ma fille au moins jusqu'à ses 9 mois. Donc, pour moi, ça a toujours été inconcevable de la laisser à garder. Voilà, après c'est vraiment la vision de chacun. Mais je voulais profiter d'elle un maximum. Et en même temps, j'avais quand même envie de continuer mes activités. Parce que c'est vrai que j'avais aussi créé ma chaîne YouTube il y a 4 ans, lors du premier confinement, où je m'occupais du coup, de ma première. Et très frustrée de mettre mon activité de côté à ce moment-là. Et en fait, pendant qu'elle faisait la sieste, je me suis mise à créer des vidéos YouTube sur mon activité, sur le UX, UI design, et notamment sur faire des tutoriels sur Figma, qui est un outil de conception pour les... on dit aussi product designer, qui englobe quand même le tout. Et donc, quand elle avait 1 mois, la deuxième, j'étais un peu frustrée de pas continuer ma création de contenu et tout ça. Donc, j'essayais de faire un peu les deux. Et par contre, ça a amené tellement de frustration que j'étais obligée quand même de faire un choix. Et j'avais tendance à, du coup, être en colère contre mon bébé alors que mon bébé n'y était pour rien. Et donc là, par contre, t'es obligée de faire un choix. C'est soit, du coup, je la fais garder, soit je mets de côté mon activité à ce moment-là et j'y reviendrai après plus à 100% en fait. Donc les premiers mois, ça a été quand même un peu difficile quand même à Maurice. Donc j'étais contente de m'occuper de mon bébé. En même temps, voilà, il y a tous le baby blues et tout, le postpartum. Voilà, le côté postpartum. Mais quand je suis arrivée, donc c'était quand même super d'être à Maurice, etc. Mais avec un nouveau-né, c'était quand même compliqué au niveau social. D'accord. Donc au début, je sortais pas la famille pour aider, pour s'occuper des ça. petites. Et donc là, tu recommences à te faire un nouveau cercle d'amis, mais donc plus compliqué quand t'as un nouveau-né en fait. Et oui. Et est-ce que justement c'est facile de rencontrer d'autres mamans entrepreneurs à l'île Maurice? À Maurice, au départ, il y a quand même pas mal de mamans, mais qui ont pas forcément qui ont mis leur côté professionnel de côté en fait. Okay. Donc j'ai vu beaucoup de frustration par rapport à ça, parce que je vivais du coup à ce moment-là aussi beaucoup de frustration, le fait de pas continuer mon activité. Donc t'es contente de faire ta vie de maman, mais en même temps il te manque quand même quelque chose quoi. Et je me suis rendu compte que j'avais quand même, je me suis fait aussi des amis, mais qui étaient aussi dans le même cas quoi, qui souffraient de ce truc-là où soit elles avaient mis le côté pro de côté pour suivre leur conjoint, ou alors c'était pour les enfants. Voilà. Donc il y a ce côté-là où on est contente de s'occuper de nos enfants, mais pas d'épanouissement au côté pro, quoi. Bon, il m'a fallu, il fallait quand même que j'attende quelques mois. Bien sûr. Et après, j'ai pu me remettre plus activement sur mon activité, en fait. Et justement, en quoi le fait d'être devenue maman, est-ce que ça a changé quelque chose dans ton activité professionnelle? Je veux dire, par rapport à la vision que tu avais de ça. Est-ce que ça... Moi, ce que je comprends, c'est qu'au contraire, ça a mis en avant l'importance que ça avait pour toi, cette activité professionnelle. Mais est-ce que ça a changé ta manière de travailler? Est-ce que... Ce qui a changé, c'est que j'ai cherché à être plus productive en un minimum de temps. Ok. Optimiser. Et en fait, il y a aussi un truc super important, c'est que quand tu vas... Enfin, du coup, tu vas être plus en mode « je choisis mes clients ». Et pas être en mode « je prends tout ce qui passe ». D'accord. Et donc, tu vas plus essayer de prendre
des clients qui vont être sur la durée, avec des plus gros projets, plutôt que plein de petits clients qui vont te bouffer plus de temps en réunion, bouffer plus de temps. Et donc, ça permet aussi d'optimiser ton temps comme ça. Ok. Et du coup, l'autre question, c'est est-ce que le fait de vivre à l'île Maurice et de t'être expatrié, ça a changé quelque chose dans ton activité professionnelle? Alors, oui, c'est vrai que dans mon activité professionnelle, ce que j'ai rajouté grâce à mes vidéos YouTube, comme ça m'a fait gagner en visibilité sur les réseaux sociaux, mais en fait, sur YouTube, mais aussi sur LinkedIn. Donc là, actuellement, j'ai plus de 15 000 abonnés sur YouTube et 14 000 abonnés sur LinkedIn. Et j'ai créé, du coup, mes premières formations sur Figma. Et vraiment, pour moi, ça a changé ma vision des choses. Parce que là, j'étais plus à juste vendre mon temps contre de l'argent. Mais du coup, j'avais aussi des formations qui tournaient, que je vendais. Et là, par contre, t'as la vision qui change. Et ça, t'as commencé à le faire à Maurice? Non, j'ai commencé avant Maurice. Mais Maurice, c'était aussi un choix au niveau du décalage horaire. D'accord. Parce que comme la majorité de mes clients sont en France, donc du coup, il y a que 2 à 3 heures de décalage. Donc, on avait regardé plein de pays d'expatriation. D'accord. Et au final, par rapport à tout ce qui était coché, du coup, nous, on était plus chaleur, tropicale. Et puis le décalage horaire. Parce donc qu'il y a là, on a 2 heures en ce moment parce qu'ils ont changé à l'heure d'été, mais sinon, c'est 3 heures en hiver. Ouais, c'est ça. Et du coup, franchement, c'est pas l'ultime, parce que ce serait bien d'avoir le même décalage horaire, mais franchement, du coup, c'est complètement faisable et réalisable de s'expatrier à Maurice quand tu as un business en ligne avec des clients en France, quoi. Donc justement, après 2 ans et demi, ce serait intéressant d'avoir ta vision par rapport à l'île Maurice, par rapport à ce que tu attendais de vivre à l'étranger. Est-ce qu'il y a eu des déceptions ou au contraire des bonnes surprises? Question compliquée. Alors, des déceptions. J'essaierai de parler en termes de points positifs et points négatifs. Okay. Alors, les points positifs, c'est vraiment un cadre de vie, je trouve, pour mes filles, qui est vraiment super. Bon, alors déjà, pour le climat, franchement, t'as pas besoin d'acheter beaucoup de vêtements. L'hiver ici, en tout cas à Tamarin, c'est 24. Ça va, en fait, c'est l'équivalent du printemps en France, donc c'est vraiment super agréable. Tu te baignes toute la journée. Enfin, tu peux te baigner n'importe quand. Donc, quand les filles, elles finissent l'école, on va se baigner dans la piscine. Ou alors, on va à la plage. Donc ça, franchement, offrir un cadre de vie comme ça à ses enfants. Et aussi au niveau du système scolaire, ici, ils ont une super grande école où c'est de la pelouse, avec plein de verdure, avec plein d'arbres, par rapport aux écoles en France où c'est bétonné, ça ressemble à une prison. Et là, ça a vraiment rien à voir. L'ambiance, c'est pas la même, parce que je trouve que en France, ça se dégrade de plus en plus, les ambiances à l'école, etc. Là, on va me dire, c'est plus l'ambiance bisounours. Alors, je préfère, surtout quand c'est des enfants en bas âge qui sont en train de se construire au niveau du cerveau, etc., je préfère qu'ils vivent dans un monde de bisounours et qu'on les forme au fur et à mesure sur ce qui existe autour, plutôt qu'ils s'en prennent plein la gueule dès le départ et qu'ils soient un peu cassés et que ce soit compliqué après à se réparer, quoi. Donc, voilà, tout ça fait que ça fait quand même beaucoup de points positifs. Après, les points négatifs, c'est vrai qu'à Maurice... il y a beaucoup de choses qui doivent être réparées, qu'on soit dans n'importe quelle location. Hein. Donc, il y a ça qui est un peu compliqué. Les produits pour manger, il y a pas un choix monstrueux. Les tomates, c'est des tomates hydroponiques, donc au niveau goût, c'est pas la folie. Il y a les fruits tropicaux d'ici qui sont bons. Donc ça c'est bien. Mais c'est vrai que la nourriture en France peut manquer, bien que en termes d'expatriation, c'est vraiment expatriation douce quand t'arrives à Maurice. Hein. Franchement, on a le Super U à côté. Ouais, c'est clair. Pour les enfants, il y a Hokkaido, il y a Orchestra, il y a même Decathlon maintenant. Ouais, il y a Decathlon, il y a King Jouet. Enfin, franchement, ça parle français-anglais. Donc ça fait aussi partie des points positifs. Et encore, dans les points négatifs, c'est le plus gros point négatif, c'est ma famille qui me manque. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, mais par rapport à tout ce que j'apporte, tout ce qu'on apporte du coup avec mon mari, pour nos filles, en termes de cadre de vie, et puis même nous, c'est agréable aussi. Le week-end, t'es en vacances, quoi. Tu vas faire
ici, tu peux faire en fait un dépasse dans un hôtel et du coup, tu profites de leur super plage. Enfin, voilà, t'es en vacances le week-end, quoi. Voilà. Donc tout ça, ça contrebalance les points négatifs. Et est-ce que tu as vu l'impact sur ta fille, la plus grande? Alors, pour la plus grande, au tout début, ça a été très compliqué. Alright. Parce que quand on est arrivé, elle avait 4 ans. Donc, petite sœur qui arrive, bim. Changement de maison, changement Ouais. de tout, d'école, de lieu et tout ça. Donc, on avait l'impression qu'elle était contente et tout, mais il y a eu une grosse régression. À cet âge-là, bah, du coup, ça peut se transformer où tu as l'impression que tout va bien, mais en fait, il y avait retour du pipi au lit la nuit. Enfin, et pour elle, c'était incontrôlable, etc. C'est hyper psychologique, quoi. Et donc, il a fallu quand même pas mal de temps. Je pense que c'est au bout d'un an, vraiment, on s'est sentis tous bien. Et tu as vu la répercussion sur ta plus grande, en fait. Ouais, et du coup, là c'était bon. Et est-ce que tu as mis en place des outils qui pourraient intéresser d'autres mamans qui nous écoutent et qui vivent aussi à l'étranger, ou ça s'est juste fait naturellement et c'est juste le temps qui a fait les choses? Non, c'est vraiment au fur et à mesure. En fait, concrètement, comme elle avait vraiment ressenti ce truc où je donnais plus de temps au bébé. Donc, je voyais qu'elle en souffrait. Donc, ce que j'ai fait, comme je voyais qu'elle se remettait à faire pipi au lit, etc., en fait, je l'ai refait dormir avec nous. Ok. Donc, on a mis un matelas par terre. Ok. Et en fait, du coup, ça a fini par aller beaucoup mieux, en fait. Ok. Voilà. Donc, simplement. pour certains, ça peut faire bizarre, etc. Non, Mais du coup, il y a eu beaucoup mieux à partir de là, quoi. Écoute, c'est vrai que changer de pays, c'est un choc pas que pour les parents, mais pour les enfants et à n'importe quel âge. Oui. Tu vois, je crois que c'est l'épisode 3 avec Tess Daluin d'Eco-Expat, où justement, elle expliquait qu'elle était arrivée à l'île Maurice avec une ado. Donc, tu vois, une ado, c'est encore d'autres problématiques. Ah ouais, c'est clair. Bon, voilà. Mais écoute, ok. Écoute. Du coup, j'aimerais qu'on revienne juste sur ton métier, sur ce que tu fais. Donc, tu nous as expliqué techniquement les termes en début d'épisode. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est la journée typique, justement, d'un UX UI designer qui travaille à distance depuis l'île Maurice? Alors, comme j'ai les formations aussi, Ouais. alors j'ai une partie de mon temps où je réponds du coup aux questions de mes élèves. Et justement, en fonction des questions, je vais même proposer des visios. Ok. Donc, voilà. Pour en discuter. Ouais, c'est ça. Ça permet d'aller un peu plus loin et puis de vraiment débloquer les personnes quand il y en a besoin. Donc, j'ai ces créneaux-là à caler dans ma semaine. Mais du coup, ça va être un peu plus ma priorité quand même de caler ça en fait pour répondre le plus rapidement possible à mes élèves. Ensuite, il y a une autre partie, c'est mettre à jour les formations. Ok. Donc, en fait, ma problématique là, c'est que Figma met des mises à jour à beaucoup de mises à jour. C'est vraiment le numéro 1 sur le marché en termes d'outils de conception. Et du coup, je me retrouve à quand même faire des mises à jour régulières de mes formations. Et donc, ma prochaine étape, ce sera créer d'autres formations où j'aurai quand même moins de mises à jour à faire, ou en tout cas seulement des mises à jour suite au retour de mes élèves, en fait, pour les améliorer. Donc, bref, ça, c'est mes pistes d'amélioration pour la suite. Donc, j'ai ces créneaux-là à caler. Et ensuite, mes ventes de prestations, où en règle générale, ce que je fais, c'est que je me limite à 3 jours par semaine. 3 jours de 7 heures. Et je prends des missions pour que ça rentre là-dedans. Comme ça, quand il y a des extras, je sais que je peux déborder sur ma semaine. Mais du coup, en faisant comme ça, ces 3 jours de prestations et puis après le reste qui est consacré à mes formations, du coup, ça se cale bien sur la semaine. Oui, donc du coup, j'ai mis le côté prestation un peu plus de côté. Et parce que je me suis rendu compte que si je créais finalement d'autres formations, pour avoir le même niveau de revenu, il me suffisait d'en faire 4-5 pour avoir le même revenu que ces prestations-là et avec moins d'ennuis et puis moins de temps à passer dessus. Donc vraiment, c'est game changer. Et à quoi ça ressemble justement un site dont l'UX et l'UI design a été mal fait? C'est un site qui répond pas à la cible du coup. Oui, et qui convertit pas en fait. D'accord.
Donc, Donc convertir, ça veut dire? converti, c'est que du coup, tu arrives à avoir des clients Ok, et tu arrives à vendre ok, ce que ok, tu cherches à vendre. ok. Donc, si ça marche pas, c'est que déjà, il faut reprendre la partie UX. Quand tu as un UX qui fonctionne bien, tu as une augmentation de la conversion de 400%. D'accord. Et quand il y a l'UI qui est Mhm. bien fait aussi, tu as une augmentation de 200%. Donc, c'est vraiment des choses qui sont pas du tout à négliger. C'est vraiment le nerf de la guerre quand tu crées un site internet, etc., quoi. Alors, en fait, si tu as vraiment plusieurs parties quand tu crées un site, Mhm. alors, la partie UX, il y a vraiment un ordre, en fait. Mhm. Il y a la partie UX, qui est l'expérience utilisateur. Mhm. Ça va concerner tout ce qui est recherche Mhm. sur les cibles. Mhm. Par exemple, tu as un site de voyage. Du coup, il faut que tu étudies ta cible. Mhm. Quelle est ta cible? Par exemple, tu veux faire des voyages personnalisés Mhm. pour soit des familles ou alors en tout cas des voyages personnalisés de luxe. Mhm. Du coup, tu vas axer quelle est ta cible. Mhm. Ma cible, ça va être plutôt de la famille Mhm. ou alors plutôt des entreprises. Mhm. Une fois que tu connais ta cible, donc tu vas faire des recherches avec des entretiens utilisateurs, tu vas créer des personas, Mhm. il y a plein de termes techniques. Une fois que tu connais bien ta cible, tu vas pouvoir commencer à créer ton produit, Mhm. que ce soit une application mobile ou un site web, etc. Mhm. Tu vas pouvoir avoir une partie où tu vas créer des parcours utilisateurs Mhm. sur ton site Mhm. pour que ce soit le plus simple possible. Mhm. Une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir schématiser ton site internet sous forme filaire de comment tu vas pouvoir disposer les éléments. Par exemple, quand tu arrives, le truc super important quand on crée une page de vente, par exemple, c'est la première section de scroll. Quand on arrive sans avoir scrollé, il faut qu'on ait les éléments les plus importants. Donc c'est à ça qu'on réfléchit. Quels sont les éléments les plus importants pour la cible? Qu'est-ce qui les intéresse? Qu'est-ce qui doit à tout prix apparaître dès que tu arrives sur le site pour pas perdre tes utilisateurs. Donc il y a toute cette réflexion-là qui est la partie expérience utilisateur UX. Ensuite, une fois que tu as schématisé, que tu as disposé tes éléments, que tu as fait de la hiérarchie visuelle, c'est-à-dire des éléments, un gros bouton, tu veux à tout prix qu'il clique dessus, il faut qu'il soit à tout prix visible sur le site, qu'il soit coloré et assez gros pour que les personnes le voient. Voilà, c'est pour schématiser la hiérarchie visuelle. Après ça, une fois que tu as monté toutes tes pages, schématiquement, là, ça va être la couche esthétique. Toute la partie graphique et la partie UI design. D'accord. Donc, c'est la couche esthétique. Et quand tu, justement, design un site internet, est-ce que tu fais en sorte en même temps qu'il soit mobile friendly? Parce que j'imagine que les règles que tu appliques pour en format laptop, c'est pas forcément les mêmes règles qu'en format portable. Oui, mais en fait, maintenant, c'est complètement obligatoire. Tu es obligé de créer, en fait, ce qu'on appelle des maquettes qui soient adaptables à tous les types d'écrans. On appelle ça du responsive design ou de l'adaptive design. Et du coup, justement, c'est pour ça que j'ai créé une formation qui s'appelle Créer des UI design responsive sous Figma en 4 heures. En fait, je fais en sorte de créer des petites formations pour que les personnes gagnent du temps en termes d'apprentissage. Et justement, avec Figma, c'est un outil qui est énorme et il y a plein de nouvelles fonctionnalités où on peut créer des maquettes qui soient déjà responsives et tu les fais varier déjà sur la plateforme, en fait, sur l'outil de conception. Une fois que tu utilises correctement l'outil, et c'est pour ça que c'est quand même bien de se former parce que même si t'as plein de vidéos, même moi qui fais des vidéos tutoriels sur YouTube, des fois il y en a qui me disent ça m'aide beaucoup et tout. Par contre, des fois je sais pas par où commencer, etc. Je dis oui, mais en fait c'est pour ça qu'après j'ai créé une formation parce qu'une formation c'est plus structuré et ça te permet de gagner du temps en fait. Plutôt que de suivre juste des tutos sur YouTube. Si par exemple un de nos auditeurs a envie d'apprendre l'UX, l'UI design pour son entreprise et faire son propre site internet, combien de temps il lui faut à travers tes formations? C'est quoi la charge de travail nécessaire? Alors là, pour vraiment être au point quand même sur toute la partie UX UI,
Je suis en train de monter une formation, mais du coup, là, c'est plus une formation sur 3 mois. Oui. Parce que là, c'est vraiment quelque chose d'ultra complet. Il faut vraiment connaître toutes les notions de couleur, de hiérarchie visuelle, d'ergonomie web. Il y a quand même beaucoup de choses à savoir au niveau des bases en UI design, rien qu'en UI design. Donc là, c'est vraiment une plus grosse formation que je suis en train de faire. Et puis, les petites formations que j'ai faites, c'est vraiment plus ciblé sur l'outil de conception Figma, où là, j'ai 2 formations de 4 heures, vraiment en petit format pour ceux qui veulent monter en compétences rapidement. La première, c'est apprendre à utiliser Figma rapidement. Donc, c'est vraiment toutes les bases de Figma. Par exemple, j'ai eu pas mal d'élèves qui étaient sur XD, Adobe XD, mais qui maintenant est à la ramasse et qui passent du coup sur Figma. Donc, il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là et qui me prennent ma formation parce que ça leur fait gagner, du coup, en 4 heures, ils sont montés en compétences directes sur l'outil, quoi. Et est-ce que quel est le rôle aujourd'hui de l'intelligence artificielle dans ton métier, dans ton industrie? Alors, ça va servir pour l'inspiration. D'accord. Par exemple, avec Midjourney. Ouais. Tu peux, plutôt que de chercher sur des sites comme Pinterest ou plein d'autres sites d'inspiration, tu peux, quand tu es expérimenté au niveau des prompts, avoir des choses sympas qui ressortent du coup sur Midjourney. Donc une image, pour ceux qui connaissent C'est pas, ça. une image en fait de ton site Oui. via mobile ou via laptop. C'est ça. Et du coup, tu peux t'en servir d'inspiration. D'accord. Ça va pas encore, on n'a pas encore des outils qui remplacent les UX, UI designers. Donc, grâce à ça, ça permet de gagner du temps au niveau de l'inspiration, pour trouver l'inspiration, parce qu'il y a vraiment toute une phase de recherche d'inspiration. Ce qu'on dit beaucoup, c'est qu'on commence à faire de la merde pour arriver à faire après du beau, quoi. Enfin, voilà. Donc, c'est un peu le processus de création, quoi. Donc, il y a pas mal de recherches, de tests, voilà, pour arriver à faire quelque chose de bien. Mais voilà, les IA, ça sert de support, d'aide pour gagner du temps, mais on aura toujours, je pense, besoin des UX, UI designers parce que il y a... En fait, déjà, il faut arriver à comprendre ce que veut le client. Parce que des fois, le client, il vient avec un truc et il faut qu'on creuse pour arriver à comprendre vraiment ce qu'il veut et ce qui va répondre aux besoins des clients visés. Donc là, forcément, rien que là, il faut les aider à formuler. Donc c'est pour ça qu'on peut pas être remplacé parce que déjà, il y a toute cette phase-là. Donc même la personne, si elle a déjà du mal à savoir ce qu'elle veut vraiment créer, elle n'arrivera pas à utiliser correctement les outils, en fait. Et justement, toujours par rapport à ton industrie et par rapport aux élèves que tu as, est-ce que tu as principalement des femmes? Comment ça se répartit tes élèves et aussi par rapport à tes collègues UX, UI designers? Alors, par rapport à mes élèves, c'est assez mixte. Ok. Par contre, par rapport aux retours que j'ai pu avoir, il y a que les femmes qui m'ont fait des retours. Donc, à chaque fois, je demande des avis, etc. Mais c'est vrai que c'est que les femmes qui me font des retours. Donc, bon, que je voie, que je comprenne. Bon, je pense que c'est de mon côté. Il faut que je comprenne pourquoi, du coup, j'ai que les femmes qui répondent. Donc, je sais pas. Il y a peut-être une façon de l'amener qu'il faudrait que je fasse autrement. Je sais pas. Donc, sinon, c'est quand même mixte. Après, quand je vois le public au niveau de YouTube, c'est plus important au niveau homme. Masculin, d'accord. Ouais, c'est quand même plus masculin. Mais ces dernières années, ça a quand même augmenté en termes de pourcentage de femmes qui me suivent. Donc ça, c'est cool. Et sinon, quand je travaillais en entreprise, c'est majoritairement des gars, quoi. Ça, c'est sûr. Et puis aussi, j'ai eu une expérience, c'était en termes de prestations, où j'avais été avec un client. Ça se passait super bien avec l'équipe. Et on m'a mis, ils ont embauché quelqu'un en plus, qui est ce qu'on appelle un product owner, qui est censé avoir une vision globale du produit. Et au final, il était... je sais pas, les retours qu'il pouvait me faire me paraissaient d'être de l'ordre du débutant. Mais pourtant, il me prenait de haut, comme si qu'il connaissait plus que moi. Donc ça, c'était très frustrant. Je sais pas comment le dire. Enfin, très énervant. Et lors des réunions,
une fois que j'avais sorti du coup des maquettes, des prototypes, parce qu'on fait aussi des prototypes utilisables que tu peux faire tester par les utilisateurs, parce que les tests utilisateurs font aussi partie de l'expérience de la partie UX. Donc quand je présentais ça à l'équipe, en fait, ils s'octroyaient les victoires. Ok. Waouh. Alors là, pour moi, ça a été très très dur. Et c'est là où j'ai eu un tournant où j'ai mis un peu plus de côté les prestations. Je voyais que ma partie formation, c'était quelque chose qui me tenait beaucoup plus à cœur, d'aider mes élèves. Et en plus, j'avais quand même quelque chose qui tournait quand même derrière, où j'avais de l'argent quand même qui rentrait derrière en donnant moins de montant. Face à, oui, ok, je gagnais super bien, mais face à ce type de public, je me disais, non, mais là, c'est bon, c'est pas possible, quoi. T'as privilégié ta sérénité. Ouais, donc là, à partir de là, c'est l'année dernière, où j'ai fait le choix de m'axer plus sur mes formations et de beaucoup mieux choisir mes clients, en fait. Voilà. Et il y a aussi cette, excuse-moi de te couper, mais c'est vrai qu'aussi quand tu es indépendante, tu as un peu le luxe, entre guillemets. Je dirais pas que c'est 100% le cas, mais la majeure partie du temps, tu choisis les gens avec qui tu travailles aussi. Ouais, surtout quand tu as de l'expérience. Donc, il faut que tu joues là-dessus. Et oui, tu as le droit de choisir tes clients. Et plus tu vas les choisir, et mieux ça va se passer. C'est clair. Parce que finalement, les pires clients que j'ai eus, c'est ceux au tout début, quand j'avais pas assez d'expérience. Et tu dis oui parce que t'as pas le choix, quoi. C'est ça, qui grapillait au niveau des prix. Et au final, tu te retrouvais à faire plein d'allers-retours. Et en fait, ça s'est passé très mal, en fait. Donc, à partir du moment où c'était très clair sur le devis, c'est ça. Tu fais un brief graphique, c'est ça. Si il déborde dessus, on refacture. C'est à partir du moment où tu es clair avec toi-même, que tu arrives à cadrer le client, en fait, c'est que tu apprends aussi à cadrer le client et enfin le prestataire ou je sais pas, le collaborateur. Ouais, le client. Ouais, le client. Ça se passe beaucoup mieux. Et du coup, alors il y a une stat que j'ai trouvée sur internet qui dit que il y a seulement 30% des personnes qui travaillent dans la tech qui sont des femmes. Donc toi, tu es une femme qui travaille dans la tech. En plus, tu as un background de développeuse front-end. Comment tu l'expliques ça, que les femmes ont plus de mal à s'insérer dans l'industrie de la tech alors que pourtant il y a du besoin? Je pense que déjà c'est par rapport à l'éducation qu'on peut avoir. Parce que moi, à la base, ma mère, elle me disait oui, pour que tu puisses t'occuper de tes enfants plus tard et tout, ce serait bien que tu sois prof des écoles et tout ça, machin. Donc, moi, j'avais pas de vision. Jamais de la vie, j'aurais imaginé qu'un jour je serais entrepreneuse, quoi. Dans la tech. Ouais, vraiment, jamais de la vie, j'aurais pensé ça, quoi. Et parce que au niveau mindset, j'étais bloquée du coup dans mon éducation à ce moment-là. Et j'avais pour objectif de devenir prof des écoles parce que je voyais pas quoi faire d'autre, en fait. Et c'est en rencontrant mon mari qui m'a ouvert de nouvelles perspectives. Donc c'est pour ça que l'entourage est tellement important. Si on s'entoure finalement des bonnes personnes qui peuvent sortir du cadre simplement familial, si on s'entoure des bonnes personnes, ça nous élargit le champ des possibles, en fait. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup de femmes restent bloquées sur des métiers, genre infirmières, qui sont qualifiées plus de féminin, etc. Oui. Parce que y a cette vision, il y a pas mal l'éducation, donc encore des restes d'avant et tout ça. Et on se dit, ouais, scientifique, c'est plus les gars. Alors que j'ai fait un bac S, sciences de l'ingénieur, j'ai fait une licence physique-chimie. Et oui, effectivement, quand j'ai fait ma terminale, j'étais la seule fille pour 30 gars, quoi. Donc, ouais, et en fait, c'est complètement possible. Et je vois même pas pourquoi il y a des femmes qui ont peur de se lancer là-dedans. Mais après, c'est vrai que en étant salarié, des fois, tu te prends des petites blagues. Tu vois, c'est toujours envoyé par les hommes sous forme de blagues. Blague un peu sexiste en fait sur le fait que on est des femmes, on est moins fortes en dev, etc. Voilà. Donc voilà, c'est super relou en fait. Donc toujours déguisé sur mais c'est pour rigoler. C'est pour rigoler, ça me fait penser au film drôle. C'est pour rigoler gamin. C'est le but quoi. Enfin, tu vois, c'est vraiment.
Ouais, donc c'est compliqué pour les femmes quand même d'être encore dans ce domaine-là, même si c'est de mieux en mieux. Ça c'est démocratisé et tu fais partie des acteurs qui permettent de démocratiser ça aussi. Ouais. Et de toute manière aussi, je pense que ce genre de questionnement, quand on est une femme, ça met en exergue, comme tu le disais, d'autres problèmes sous-jacents beaucoup plus profonds, comme l'éducation et comme le manque de confiance en elle que peut avoir une femme par rapport à un homme, en fait, de manière plus générale. Et d'ailleurs, ton engagement par rapport à cette démocratisation et par rapport à ce que tu peux apporter pour les femmes, je crois que tu le concrétises avec un deuxième projet qui s'appelle Lady Biz Expat. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus ? Eh bien, justement, c'était avec une autre copine qui est entrepreneuse aussi, avec un business en ligne. Et puis, en fait, le point négatif quand on est entrepreneur, c'est la solitude. Donc, à un moment donné, plutôt que de subir cette solitude-là, je me suis dit, mais là, je suis passée à l'action et avec cette copine-là, on s'est dit, on va se mettre à faire du coworking, en fait, tout simplement, déjà pour aller contre cette solitude-là. Donc, cette journée qui était coworking s'est transformée en création de business, en fait, à force d'échanger ensemble sur la vie de femmes expatriées, ce qu'on peut voir autour de nous, sur le fait que beaucoup de femmes expatriées, finalement, mettent de côté le côté professionnel et peuvent être frustrées, en fait, par rapport à ça et se sentent pas forcément épanouies. Donc oui, moi je me mettais dedans aussi, on est contente de s'occuper de nos enfants, mais il manque quand même un truc, quoi. Enfin, avoir l'impression d'être plus indépendante, quoi. Enfin, pas dépendre juste de notre mari ou de notre conjoint. Donc le fait d'avoir ce business en ligne où on peut travailler de n'importe où, on s'est dit, on pourrait, du coup, par notre expérience qu'on a déjà là-dedans, où on arrive déjà à avoir un revenu régulier par mois, on peut déjà partager notre expérience à toutes ces femmes-là et du coup, on peut aussi les aider. Et c'est là qu'on s'est dit, non mais allez, vas-y, on fonce. Trop bien. Et c'est vrai, après, il faut rappeler aussi qu'il y a des femmes qui sont ok, tu vois, avec leur rôle de mère au foyer, tu vois, et trouvent leur épanouissement à 100% là-dedans, tu vois, et dans tes propos, il y a aucune critique là-dessus, mais il faut aussi rappeler que toutes les femmes sont différentes et qu'il y en a certaines qui se sentent complètes avec aussi une activité professionnelle et que, voilà, il faut embrasser cette différence-là, et d'autant plus que dans l'expatriation, il y a quand même une stat un chiffre choc, comme j'aime bien les appeler, il y a quand même 80% des conjoints suiveurs, donc ils suivent leurs conjoints à l'étranger, qui sont des femmes. Parce que, encore une fois, ça traduit, tu vois, des problèmes beaucoup plus sous-jacents et qui viennent notamment de l'inégalité des salaires entre les hommes et les femmes dès le départ et qui fait que s'il y a une carrière à lâcher pour aller vivre à l'étranger, ce sera celle de la femme. Globalement, oui. Donc, je mettrai tous les liens utiles par rapport à Lady Biz Expat dans la description du podcast. Et en plus, il me semble qu'il y a une masterclass qui arrive le 16 mai, donc qui se fait en ligne pour s'adresser à toutes les femmes expatriées qui vivent à l'étranger, qui s'appelle donc « Lancer son business en ligne sans perdre de temps ». Oui, c'est ça. En fait, là, l'objectif, c'est que vraiment, les femmes, elles sortent direct de cette session. Session une session quand même de 3 heures, donc c'est pas rien, avec déjà un minimum d'un plan d'action sur ce qu'elles vont pouvoir mener de suite pour pouvoir lancer un business, quoi. Même si soit elles auront déjà une idée, même si elles en ont pas, on pourra du coup les aiguiller pour qu'elles puissent trouver leur idée de business, en fait. Donc là, notre objectif, du coup, c'est ça. Écoute, merci beaucoup, Jessica. Merci, du coup, pour l'invitation. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez laisser un 5 étoiles sur Spotify, Deezer et Apple Podcast, nous suivre sur Instagram et Facebook, et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez télécharger notre tout nouvel e-book Zone Inconnue pour sortir de votre zone de confort sans tout remettre en question. À bientôt!